À 14h02, un mardi de 1943, le sergent Thomas Collier était couché à plat ventre dans une boue noire qui sentait la pourriture, en train de regarder ses hommes mourir centimètre par centimètre. La jungle de Nouvelle-Guinée n'était pas bruyante. Elle ne rugissait pas comme dans les films. Elle étouffait. La chaleur pesait sur les épaules comme une couverture mouillée. Chaque respiration était lourde, épaisse, saturée d'humidité. La sueur ne s'évaporait jamais. Elle restait collée à la peau, mélangée à la terre, au sang et à la poudre. Mais ce n'était pas la chaleur qui tuait, c'était le silence. Un silence tendu, cassé seulement par un claquement sec dans l'air, un son trop rapide pour être identifié, puis un corps qui s'affaissait dans l'herbe haute. On ne voyait pas l'ennemi, on ne l'entendait pas bouger. On avançait d'un pas, et l'air éclatait à côté de votre oreille. Si vous étiez chanceux, vous plongiez dans la boue. Si vous ne l'étiez pas, vous n'entendiez jamais le coup qui vous tuait. Collier savait que 3 de ses hommes étaient déjà à terre dans les hautes herbes devant lui. Il ne les voyait pas. La végétation était trop dense, mais il sentait l'odeur métallique du sang, mélangée à celle des feuilles en décomposition. Le soldat Ramirez avait crié au début, puis plus rien. Le caporal Jenkins avait essayé de ramper. Une rafale l'avait cloué au sol. Le troisième, Miller Junior, aucun lien avec l'autre Miller qu'il ne connaissait pas encore, n'avait même pas eu le temps de comprendre. Collier serra les dents. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas reculer, il ne pouvait pas appeler une évacuation. À 50 mètres au nord, presque invisible, se trouvait la raison. Pour un civil, ce n'était qu'une petite butte irrégulière dans la jungle. Une bosse naturelle couverte de fougères et de sable. Rien de remarquable. Pour un fantassin, c'était une pierre tombale. Un bunker japonais, mais pas un trou creusé à la hâte. C'était une œuvre d'ingénierie défensive. Des troncs de cocotiers, plus résistants que le chêne, empilés en couches épaisses. Du béton coulé par-dessus. Des barres d'acier noyées à l'intérieur. 3 pieds de sable compactés. Des plantes replantées pour masquer l'ensemble. Invisible, imperméable, parfaitement positionné, une seule fente étroite à l'avant. Assez large pour laisser passer le canon d'une mitrailleuse lourde. L'homme à l'intérieur était en sécurité. Il avait de l'eau, il avait du riz, il avait un champ de tir dégagé. Il pouvait attendre toute la journée qu'un casque américain dépasse de l'herbe. Et à chaque tentative d'avance, l'air se déchirait. Collier avait déjà tenté tout ce que le manuel recommandait. Les mortiers d'abord. 10 minutes de tir. Des obus explosifs tombant pile sur la position. En théorie. En pratique, la canopée était si dense que les projectiles explosaient à 15 mètres au-dessus du sol dans les arbres. Les éclats pleuvaient sans effet. Le bunker restait intact. À peine le dernier mortier s'était-il tu que la mitrailleuse avait repris. Implacable. Ensuite, le bazooka. Le jeune tireur avait rampé dans la boue, tremblant jusqu'à une distance dangereusement proche. Il avait tiré. Impact direct. Un éclair. Une fumée épaisse. Pendant 1 seconde, Collier avait cru que c'était fini. Puis la fumée s'était dissipée. Le bunker était toujours là. La roquette avait éclaté contre le sable et les troncs, sans pénétrer. La mitrailleuse n'avait même pas marqué une pause. Collier sentit une colère froide monter en lui. Ils étaient censés être l'armée la mieux équipée du monde, soutenue par la plus grande puissance industrielle de la planète. Et pourtant, ils étaient arrêtés par une colline de terre et un seul soldat invisible. Il regarda encore l'herbe immobile où ses hommes gisaient. Le soleil descendait lentement. S'ils ne prenaient pas ce bunker avant la tombée de la nuit, les Japonais sortiraient raides. Ils ramperaient dans l'obscurité avec des grenades et des couteaux, et sa section disparaîtrait. Il n'avait plus besoin d'une manœuvre tactique, il avait besoin d'un miracle ou d'un marteau. Un claquement sec éclata encore à quelques centimètres de sa tête. Une balle arracha l'écorce du tronc derrière lequel il s'abritait. Des éclats de bois lui entaillèrent dans la joue. Il essuya le sang d'un revers de manche. Et pour la première fois depuis le début de l'assaut, il se demanda si les généraux savaient seulement à quoi ressemblait un bunker de l'intérieur d'une lunette de visée. À 50 mètres, un homme invisible contrôlait la vie et la mort. Et Collier, sergent d'infanterie, n'avait plus rien dans sa besace pour l'arrêter. Il inspira profondément. Il ne le savait pas encore. Mais à 2 kilomètres derrière lui, sur une plage blanche où les armes étaient à des propres et les ordres respectés, se trouvait une machine que les généraux avaient formellement interdite d'utiliser contre la Terre. Une machine de 40 mm. Et si elle pouvait arracher l'aile d'un avion à 2000 mètres, alors peut-être qu'elle pouvait
Tu pouvais aussi effacer une colline. La première tentative de contournement avait duré exactement 4 minutes. Collier avait envoyé 2 hommes sur la droite, profitant d'un léger creux dans le terrain. L'idée était simple, attirer le feu frontalement, puis frapper le bunker par le flanc, en théorie. En réalité, la jungle ne fonctionnait pas en ligne droite. À peine les 2 soldats avaient-ils parcouru 15 mètres qu'une seconde mitrailleuse s'était ouverte, invisible dans les palmiers. Les Japonais avaient créé des champs de tir, croisés. Chaque tentative de débordement menait directement dans un autre cône de mort. Le soldat Harris était tombé le premier, touché à la cuisse. Il avait crié qu'il pouvait encore marcher. La deuxième rafale l'avait réduit au silence. L'autre homme, Doyle, avait réussi à ramper derrière une souche, mais il était coincé. Chaque fois qu'il bougeait d'1 centimètre, la terre éclatait autour de lui. Collier l'entendait respirer fort, paniqué. Impossible d'aller le chercher. Le sergent serra les poings dans la boue. Les Japonais ne se contentaient pas de défendre. Ils avaient transformé la jungle en architecture. Chaque tronc, chaque butte, chaque ravine faisait partie d'un plan. Ce bunker n'était pas isolé, il était intégré, et plus les minutes passaient, plus la situation se dégradait. La chaleur devenait étouffante. Les mouches se posaient sur les blessés encore vivants. L'odeur de poudre stagnait dans l'air lourd. Un radio, allongé à côté de Collier, tenta une nouvelle transmission. Baker 2, ici Alpha 6. Demande tir d'appui, coordonnées 342-19. Bunker bétonné, résistance lourde. Le grésillement répondit. Puis une voix lointaine. Alpha 6, négatif. Artillerie indisponible, maintenez position. Renforts en route. Renfort. Collier regarda autour de lui. Ces hommes étaient aplatis comme des ombres dans la boue. Certains tremblaient de fatigue. D'autres fixaient le sol, le regard vide. Renfort ne servirait à rien. Envoyer plus d'hommes contre ce bunker, c'était simplement augmenter le nombre de corps devant. Un claquement sec. Un autre soldat poussa un cri bref. Collier sentit la peur changer de forme. Elle devenait froide, calculatrice. Il se mit à observer la butte avec une concentration presque clinique. Le bunker tirait par courtes rafales. Discipline parfaite. Pas de gaspillage. L'ennemi à l'intérieur n'était pas nerveux. Il était patient. Un professionnel. La fente de tir était minuscule. À chaque éclat de bouche, Collier distinguait une fraction de seconde de lumière. C'était tout. Il pensa à la roquette. Le bazooka avait frappé légèrement trop à être trop haut. Le sable avait absorbé l'explosion. Si seulement il pouvait l'aider à se concentrer plusieurs impacts au même endroit. Mais aucune arme d'infanterie ne pouvait fournir ce volume de feu. Le mortier était trop imprécis. Le fusil trop faible. Le bazooka trop lent. Chaque solution disponible avait été testée et avait échoué. Un hurlement monta soudain de la gauche. Le soldat Doyle tentait un dernier mouvement. Il se leva presque à genoux pour courir. La rafale le coupa en 2 gestes. Il retomba lourdement, inerte. Collier ferma les yeux une seconde. Le soleil commençait à décliner. Les ombres s'allongeaient. La jungle semblait se refermer. S'il ne brisait pas cette position avant la nuit, il serait encerclé. Il se força à réfléchir au-delà du manuel. Dans les écoles d'officiers, on leur enseignait les procédures, les angles d'approche, les solutions standards. Mais ici, rien n'était standard. Il se rappela une phrase entendue des mois plus tôt. « Les Japonais ne défendent pas le terrain. Ils défendent le temps. » Chaque heure gagnée leur permettait de consolider, de repositionner, de préparer une contre-attaque. Ce bunker n'était pas qu'un obstacle, c'était une ancre. Collier se tourna vers son coureur, un gamin de 19 ans couvert de boue jusqu'aux yeux. « Tu vois la plage derrière ?»« Oui, sergent. »« Il y a des canons là-bas. » Le jeune fronça les sourcils. « Des canons anti-aériens, sergent. » Collier hocha lentement la tête. Il n'avait encore rien décidé. Mais une idée, interdite et absurde, commençait à prendre forme. Il repensa aux silhouettes massives qu'il avait vues le matin même en arrivant sur la tête de pont. Ces énormes pièces vertes pointées vers le ciel bleu vide. Des Beaufort de 40 mm. Des monstres conçus pour arracher des avions du ciel. Il connaissait la règle. Tout le monde la connaissait. Interdiction absolue d'utiliser les 40 mm contre des cibles terrestres. Trop précieux, trop coûteux. Munitions trop rares. Les généraux avaient été clairs. Un obus de 40 mm n'était pas destiné à la terre. Il était calibré pour détonner sur l'aluminium d'un avion. Trop sensible, trop fragile. Utile contre les arbres, avait-il dit.
Pas contre des bunkers. Collier observa à nouveau la butte. 3 pieds de sable, des troncs épais, du béton. Il pensa à la taille d'un obus de 40 millimètres, à la cadence de tir, à la violence de l'impact, et pour la première fois, une question simple traversa son esprit. Et si les généraux avaient les torts? Un nouveau claquement fendit l'air, une balle frôla son casque. Collier prit sa décision. Pas encore d'ordre, mais il savait une chose. Il ne passerait pas la nuit à regarder ces hommes mourir centimètre par centimètre pendant que des canons propres attendaient un avion qui ne viendrait peut-être jamais. Il se tourna vers le coureur. « Prépare-toi. » Le jeune le regarda, inquiet. « On va chercher un marteau. » À 2 kilomètres derrière la ligne, la guerre avait une autre odeur. Sur la plage, le sable était blanc, presque propre. Les caisses étaient empilées avec méthode. Les fûts de carburant formaient des rangées parfaites. Les officiers marchaient avec des cartes pliées sous le bras, leurs bottes encore reconnaissables sous la poussière. Ici, la boue n'atteignait pas les genoux. Et au centre de cet ordre presque clinique se dressaient les Beaufort de 40 millimètres, massifs, élégants, silencieux. Le canon reposait sur un affût à 4 roues qui semblait capable de supporter un camion. Le tube, long et effilé, se terminait par un cache-flamme en forme de trompette. Au-dessus du mécanisme de culasse trônait l'autoloadeur, un chef-d'œuvre mécanique capable d'engloutir des clips de 4 obus à une vitesse presque irréelle. Ce n'était pas une simple arme, c'était une machine, conçue pour arracher des avions du ciel à 2000 mètres. Cadence, 120 coups par minute. 2 obus par seconde. Chaque projectile faisait la taille d'une bouteille de bière. Ogive explosive, fusée sensible à l'impact, enveloppe en laiton poli. Sur le papier, le Beaufort était une réponse parfaite à l'aviation japonaise. Mais aujourd'hui, le ciel était vide. Et les canons pointèrent vers des nuages inexistants. Les servants nettoyaient les tubes, graissaient les engrenages, jouaient aux cartes à l'ombre des palmiers. Des pyramides de munitions s'alignaient à côté des roues. Des centaines, des milliers d'obus, à portée de main, strictement interdits pour la jungle. L'ordre venait de haut, très haut. Les généraux, installés à Brisbane ou Pearl Harbor, regardaient la guerre à travers des tableaux logistiques. Sur leur feuille de calcul, chaque obus de 40 millimètres était une ligne budgétaire. Coût élevé, transport complexe, priorité, défense aérienne, un obus de 40 millimètres traversait 5000 km d'océan, train, camion, navire, péniche, plage, il était précieux. On ne gaspille pas de l'or pour tirer sur des arbres. Les experts avaient été catégoriques. Fusée trop sensible, explosion prématurée. Efficacité limitée contre le béton. Mauvais usage stratégique. Exposition inutile de la pièce. Les manuels le répétaient noir sur blanc. Usage anti-aérien uniquement. Pas d'appui au sol, pas de tir contre bunker, pas d'improvisation. Et les servants le savaient. Ils entendirent les combats dans la jungle quand le vent soufflait du nord. Des claquements lointains, parfois des explosions étouffées. Ils voyèrent de revenir les blessés. Bandages sales, regards vides, les fantassins passaient devant les canons propres avec un mélange d'envie et de mépris. Belle décoration de plage. Vous attendez la parade? Gardez vos obus pour le feu d'artifice. La tension était amère. Les artilleurs n'étaient pas des spectateurs par choix. Ils étaient un soldats. Eux aussi. Le sergent-chef Miller, chef de pièce du 3e Beaufort, aligné près des fûts de carburant, avait les mains couvertes de graisse incrustée. Il passait un chiffon sur la culasse sans vraiment regarder. Il connaissait la puissance de son arme. Il savait ce que ses obus pouvaient faire à une aile d'avion. Et parfois, la nuit, il imaginait ce qu'il ferait à un bunker. Il n'avait pas besoin d'un diplôme d'ingénieur. Si un projectile pouvait déchirer une structure métallique en vol, il pouvait sûrement arracher des troncs et du béton. Mais les ordres étaient clairs, et l'armée fonctionne sur l'obéissance. Un moteur approcha dans un grondement irrégulier. Miller leva les yeux. Un camion passait en direction de la ligne, chargé de caisses de munitions pour l'infanterie. Le conducteur avait le visage fermé. Un peu plus loin, une ambulance improvisée roulait lentement vers la plage. 2 brancards, à l'arrière. Les blessés ne crièrent plus. Ils regardèrent le ciel. Miller sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il détourna les yeux. Puis il reprit son chiffon. À cet instant précis, à travers la végétation qui séparait la plage de la ligne de front, un jeune soldat couvert de boue apparut en courant. Il trébucha presque dans le sable blanc, haletant, les yeux écarquillés.
Les artilleurs levèrent la tête. Ce genre de course ne signifiait jamais quelque chose de banal. Le jeune ne salua pas. Il pointa simplement la jungle derrière lui. « On a un bunker qu'on ne peut pas casser. » Miller plissa les yeux. « Ça, c'est votre problème. » 3 morts. Peut-être plus. On ne peut pas avancer. Le jeune déglutit, puis il regarda le long tube du Beaufort. « Est-ce que ça peut tirer vers le bas ?» Un silence étrange tomba sur la plage. Les hommes autour du canon échangèrent des regards. La question n'était pas technique. Elle était politique. Miller pensa aux ordres, à la cour martiale, au rapport écrit, aux sanctions. Il pensa aussi aux ambulances. Il cracha dans le sable. Le manuel dit non. Le jeune hocha la tête, presque résigné, puis il ajouta doucement « Les gars disent qu'ils vont mourir là-bas. » Miller leva les yeux vers la ligne d'arbres. Le ciel au-dessus était parfaitement bleu. Aucun avion japonais en vue, rien à défendre, rien à attendre. Il regarda ces hommes. Il ne voyait pas un règlement. Il voyait une opportunité. Et au loin, dans la jungle, un claquement sec se fit entendre. Même sur la plage, on pouvait reconnaître ce son. Un coup de mitrailleuse. Miller sentit quelque chose basculer en lui. Il posa son chiffon. Couper le moteur du tracteur. Les hommes se redressèrent. On décroche. Le jeune soldat ne comprit pas immédiatement. Miller attrapa son casque. On va voir si les généraux avaient raison. Le tracteur mit quelques secondes à comprendre qu'il allait changer de destin. Le moteur toussa, hésita, puis coupa dans un grondement grave. Le silence qui suivit sembla plus lourd que celui de la jungle. Miller sauta de l'affût et attrapa la barre de remorquage. On le décroche, maintenant. Un des servants, et Kowalski, le regarda comme s'il venait de proposer de tirer sur le QG. « Chef, on n'a pas l'autorisation. » Miller ne répondit pas tout de suite. Il fixa la ligne d'arbres sombres à l'orée de la plage. Là-bas, à 2 kilomètres, des hommes mouraient pendant qu'ils nettoyaient des engrenages. Il se tourna vers son équipe. « Vous avez entendu les coups ?» Personne ne répondit. Ils avaient tous entendu. Il posa une main sur le flanc métallique du canon. « On n'a pas été envoyé ici pour cirer des roues. » Un silence, puis Kowalski cracha dans le sable. « Alors on y va. » Les hommes se mirent en mouvement sans un mot de plus. Les goupilles sautèrent. Les chaînes furent en détachées. Le Beaufort, libéré du tracteur, bascula légèrement sur son affût lourd. Il pesait plus de 2 tonnes, et il détestait la boue. La première difficulté apparut dès qu'ils quittèrent le sable sec. Les roues s'enfoncèrent immédiatement dans le sol spongieux à la lisière de la jungle. L'air changea d'odeur, plus humide, plus sombre. Miller saisit la barre de traction avec 2 autres hommes. « Poussez !» Ils poussèrent en. Le canon avança d'1 mètre, puis s'enfonça. Le coureur d'infanterie, toujours couvert de boue, attrapa la barre sans qu'on lui demande. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Personne ne lui répondit. Chaque 10 mètres était une bataille. Les roues se bloquaient dans les racines. Les vignes s'enroulaient autour de l'essieu. Il fallut sortir des machettes pour ouvrir un passage. Le Beaufort n'était pas conçu pour la jungle. Il était conçu pour des pistes préparées, des positions dégagées, des champs de tir nets. Ici, c'était un éléphant qu'on tentait de faire passer par un terrier de lapin. La sueur coulait dans les yeux. Les épaules brûlaient, les bottes glissaient, un servant tomba à genoux, haletant. « On va jamais y arriver. » Miller se pencha vers lui. « Alors il meurt. » L'homme se releva sans discuter. Au bout de 21 minutes, il n'avait parcouru que 150 mètres. Mais déjà, les coups de feu devenaient plus nets, plus proches. Un claquement sec éclata à travers les arbres, suivi d'un cri étouffé. Même les artilleurs, habitués aux bruits lointains, comprirent que ce n'était plus abstrait. La guerre n'était plus à l'horizon. Elle était devant. Ils poussèrent au plus fort. À mesure qu'ils approchaient, les sons se multipliaient, rafales courtes, explosions étouffées, appels hachés. Puis soudain ils franchirent la dernière ligne de végétation. La scène s'ouvrit devant eux. Des fantassins couchés dans la boue. Des troncs arrachés. Une zone de tir balayée par des impacts invisibles. Et, à 50 mètres, la butte. Miller la vit immédiatement. Discrète, immobile, mortelle. Une rafale claqua. Des balles sifflèrent autour des roues du Beaufort. Les fantassins levèrent les yeux stupéfaits. Ce qu'ils voyaient qu'on n'avait aucun sens. Un canon anti-aérien. Au milieu d'un combat de jungle, un soldat murmura « Ils sont perdus ». Collier, toujours aplati derrière son tronc, se redressa légèrement.
Quand il vit la silhouette massive émerger entre les arbres, il ne sourit pas, mais son regard changea. Miller cria « Déployez les stabilisateurs !» Les lourds patins d'acier furent abaissés au sol. Ils s'enfoncèrent profondément dans la boue. Le canon pivota légèrement. Miller sauta dans le siège du tireur. Il saisit les roues de pointage. Il tourna la manivelle d'élévation. Le tube descendit. Puis s'arrêta. Un cliquetis métallique. Il força. Rien. Le canon ne pouvait pas pointer assez bas. Le mécanisme de sécurité empêchait toute dépression excessive. Une pièce d'ingénierie brillante, conçue pour éviter qu'un servant excité ne tire dans ses propres sacs de sable. Parfait pour la DCA. Catastrophique pour un bunker. Le tube restait 5 pieds trop haut. Il pointait au-dessus de la butte. Les fantassins comprirent immédiatement. L'espoir retomba. Un soldat lâcha un rire nerveux. « Je savais. » Miller sauta hors du siège. Il se glissa sous la culasse malgré les balles qui arrachaient toute la terre autour de lui. Il trouva la pièce en question, un boulon épais bloquant la course du mécanisme. Il tenta de le desserrer à la clé. Impossible. La pièce était grippée. Une balle frappa le sol à quelques centimètres de sa main. Kowalski lança un marteau. Miller frappa. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le métal vibra mais tint. Il frappa encore, hurlant sans même s'en rendre compte. Au 5e coup, le boulon céda net. Il tomba dans la boue. Le mécanisme était désormais libre, la sécurité était morte, le règlement aussi. Miller grimpa dans le siège, le cœur battant. Il tourna la manivelle, le tube descendit lentement, puis passa sous l'horizontale, et s'arrêta exactement sur la fente noire du bunker. Le Beaufort de 40 mm pointait désormais vers la terre, à 50 mètres d'une mitrailleuse ennemie, sans blindage, sans protection, juste des hommes et une machine. Miller inspira. Charge explosive. Kowalski attrapa un clip de 4 obus jaunes et noirs. Il le glissa dans le guide de l'autoloader, un clic sec, prêt. La mitrailleuse japonaise crépita. Des éclats de bois frappèrent Miller au visage. Il ne cligna pas des yeux. Il plaça le réticule sur l'éclair intermittent dans la fente et posa le pied sur la pédale. Le premier obus quitta le tube comme un coup de tonnerre contenu. Ce n'était pas le claquement sec d'un fusil. Ce n'était pas l'explosion sourde d'un mortier. C'était un battement mécanique, profond, régulier. Thump. Le recul fit vibrer toute la structure. Les stabilisateurs s'enfoncèrent davantage dans la boue. Une douille brûlante jaillit à l'arrière, grosse comme une bouteille, et tomba en cliquetant sur le sol détrempé. À 50 mètres, l'obus frappa le bunker. Il n'y eut pas de pénétration nette. Il y eut une détonation immédiate. Le tronc de cocotier au-dessus de la fente éclata comme du bois sec sous une charge de dynamite. Des éclats enflammés furent projetés dans toutes les directions. Le mitrailleur japonais s'interrompit une fraction de seconde. Miller ne relâcha pas la pédale. Thump, thump, thump. Les obus suivants frappèrent presque au même endroit. L'autoloader faisait son travail, 4 coups en moins d'1 seconde. Le sable qui recouvrait le bunker fut arraché, soulevé en un nuage épais. La structure commença à se dénuder. Les fantassins regardaient, incrédules. Ils ne voyaient pas une progression. Ils voyaient une érosion instantanée. Le 3e impact fit sauter une partie du béton. Le 4e transforma la fente de tir en une bouche béante. Puis le clip fut vide. Kowalski enfonça le suivant avant même que Miller n'ait levé le pied. « Oh !» Le mécanisme claqua. Miller reprit. Cette fois, il maintint la pédale plus longtemps. Thump, 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 thump. Le rythme devint une cadence, une respiration artificielle de destruction. Le bunker ne résistait plus. Chaque obus explosait à l'impact, arrachant couche après couche. Le sable volait, les troncs se pulvérisaient, le béton se fissurait. Au bout de 3 secondes, la butte n'était plus une butte. Elle était un cratère en formation. Une explosion plus violente secoua la position, probablement une caisse de munitions interne touchée. Un pan entier de la structure s'effondra vers l'intérieur. Un nuage grisâtre mêlé d'une brume rosée s'éleva brièvement. La mitrailleuse ne tira plus. Miller relâcha la pédale. Le silence qui suivit fut presque irréel. Le bunker, qui 10 secondes plus tôt semblait indestructible, n'existait plus. Il ne s'était pas effondré lentement. Il avait été effacé. Collier se redressa lentement derrière son tronc. Il regarda le trou béant là où ses hommes étaient tombés. Puis il regarda le Beaufort. Il ne cria pas. Il leva simplement le poing.
Mais Miller ne s'arrêta pas. L'adrénaline avait changé quelque chose. Des mois à polir une arme inutile venaient d'exploser en 3 secondes. Il tourna la roue de direction. « Sniper, palmiers à droite !» Kowalski chargea encore. Miller balaya la ligne d'arbres où, depuis des heures, des tirs isolés harcelaient la section. Il n'attendit pas de voir une cible. Il décida que les arbres n'avaient plus le droit d'exister. Thump, thump, thump. Les obus frappèrent les troncs, les palmiers éclatèrent. Pas sciés, pas fissurés, éventrés. Les cimes s'effondrèrent dans un fracas de branches et de feuillages. Un corps chuta du couvert, heurtant la terre molle sans un cri. Les fantassins, bouche ouverte, regardèrent la jungle se décomposer. Le Beaufort ne tuait pas seulement les hommes. Il supprimait le concept même de couverture. Miller continua de balayer. Buissons suspects, racines épaisses, ombres immobiles. Chaque impact produisait une explosion qui arrachait des mètres carrés de végétation. La jungle, si oppressante quelques minutes plus tôt, commençait à se dénuder. La ligne de tir s'ouvrait. Les Japonais comprirent. Des silhouettes se mirent à bouger en retrait. Des positions secondaires furent abandonnées. Ce n'était pas une arme qu'ils connaissaient dans ce contexte. Ils savaient lutter contre les mortiers. Ils savaient repatienter face aux fusils. Mais ça, c'était une tempête concentrée. Une mitrailleuse qui tirait des grenades. Un mur d'explosifs. Collier sentit quelque chose changer sur le terrain. La pression diminua. Les tirs ennemis devinrent sporadiques. Un soldat à sa gauche osa se lever à genoux. Personne ne tira. Il cria « On avance !» Mais au même moment, Miller remarqua un détail crucial. La cadence de tir avait attiré l'attention. Le Bofors était tout sauf discret. Son bruit profond résonnait dans toute la vallée. Son flash de bouche était visible à travers les arbres. Il était devenu le centre du champ de bataille. Et quelque part dans la jungle, des hommes plus patients que ceux du bunker prenaient note. Miller chargea encore un clip. On continue, mais il n'eut pas le temps de finir la phrase. Un sifflement aigu fendit l'air. Puis une explosion éclata 20 mètres sur la gauche, soulevant une gerbe de boue noire et d'eau stagnante. Un mortier. Le premier tir de réglage. La terre retomba sur l'affût et les hommes, collant à la peau comme du goudron liquide. Miller leva les yeux vers la ligne d'arbres. Il ne voyait rien. Mais il savait. Le duel venait de changer. La première explosion n'était qu'un avertissement. La seconde tomba 10 mètres plus près. La boue éclata comme un geyser noir. Des morceaux de racines et d'eau croupie retombèrent sur l'affût, frappant le métal brûlant avec un sifflement sinistre. Miller ne réfléchit pas longtemps. Il nous cale. Il n'avait pas besoin d'observer l'impact pour comprendre. Le premier tir était un réglage. Le second affinait la distance. Le troisième viserait le centre. Et le centre, c'était eux. Le problème était simple. Un Beaufort de 40 mm n'a aucun blindage, aucune plaque de protection, aucun bouclier. Miller et Kowalski étaient assis à découvert, à 50 mètres d'une jungle désormais réveillée, et derrière d'eux des caisses de munitions empilées. Un obus de mortier bien placé ne détruirait pas seulement le canon. Il vaporiserait tout le monde autour. Collier comprit instantanément. « Section, couverture autour du canon !» Les fantassins se redressèrent sans hésiter. Quelques minutes plus tôt, le Beaufort les protégeait. Maintenant, ils allèrent le protéger. Les lignes se déplacèrent, un groupe se déploya sur la droite, surveillant les mouvements entre les arbres. Un autre couvrit l'arrière, là où la jungle était encore dense. Un tireur Browning à refroidissement liquide fut déplacé en urgence, traîné dans la boue jusqu'à une position flanquante près de la roue gauche du canon. Ce n'était plus une pièce d'artillerie. C'était le cœur du champ de bataille. Un sifflement. Miller leva instinctivement les épaules. L'explosion frappa derrière eux cette fois, projetant des éclats qui ricochèrent sur l'affût. Ils étaient encadrés. Le mortier ajusté. En position anti-aérienne normale, la procédure aurait été claire, replier, atteler, changer d'emplacement. Mais ici, les roues étaient enfoncées jusqu'au moyeu. Les stabilisateurs plantés comme des ancres dans la boue. Il faudrait 20 minutes pour le dégager. Il n'avait probablement pas 20 secondes. Miller fixa la ligne d'arbres. Il ne voyait pas le mortier. Il entendait seulement le délai entre les impacts. Il prit une décision brutale. Direction générale du tir. On rase tout. Kowalski cligna des yeux. Chef, on n'a pas de cible. On va la créer. Il fit pivoter le tube vers la zone approximative d'où provenaient les explosions.
Il ne cherchait plus une silhouette. Il cherchait une surface. Charge. Le clip claqua en place. Miller appuya. Thump, 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 thump. Les obus frappèrent en la canopée. Les explosions, déclenchées à l'impact sur les branches, produisirent un effet d'éclatement aérien. Des éclats retombèrent en pluie mortelle sous les arbres. Il déplaça lentement la ligne de feu, comme s'il peignait une grille invisible. Bas à gauche. Puis plus haut. Puis vers la droite. Chaque impact arrachait des pans entiers de végétation. Des troncs, épais comme des cuisses d'hommes, se brisaient net. Des lianes se déchiraient. Des branches lourdes s'écrasaient au sol. La jungle ne protégeait plus. Elle explosait. Un troisième mortier ne vint pas. Le silence, cette fois, était différent. Soit l'équipe ennemie avait été tuée par les éclats, soit elle avait abandonné. Mais Miller savait que la partie n'était pas finie. Il avait créé un vide. Et dans une guerre de jungle, le vide attire le mouvement. Collier aperçut la première silhouette à travers la fumée. Pas une charge suicidaire. Pas encore. Un déplacement méthodique. Des soldats japonais, couchés presque à plat ventre, progressaient en arc de cercle, utilisant les cratères créés par le 40 mm comme couvert. Ils ne cherchaient pas l'affrontement frontal. Ils cherchaient les flancs. Ils traînaient avec eux une mitrailleuse légère et des charges. Collier hurla. Ils contournent. Protégez le canon. Les fantassins ouvrirent le feu. La dynamique s'inversa en une seconde. Quelques minutes plus tôt, le Bofors était la protection. Maintenant, il était la cible. Miller, concentré sur son secteur, n'entendait presque rien d'autre que le mécanisme et son propre souffle. Kowalski chargeait à un rythme infernal. Les clips de 4 obus pesaient plus de 6 kilos chacun. Il les arrachait aux caisses, les pivotait, les enfonçait. Ses bras brûlaient, la chaleur du tube devenait inquiétante. La peinture commençait à cloquer. Le métal virait à un gris blanchâtre. Miller sentit la résistance du mécanisme changer. Le recul devenait moins fluide. Il savait ce que cela signifiait. Il poussait le canon au-delà de sa limite thermique. S'il continuait à cette cadence, le tube pourrait se déformer. Les rayures internes fondre, un obus coincé pourrait exploser dans la culasse. Mais il ne pouvait pas ralentir. Une silhouette surgit à 40 mètres, sprintant vers un tronc tombé. Miller abaissa légèrement le tube. Il ne visa pas l'homme, il visa le tronc. Thump. L'obus frappa le bois mort. L'explosion vaporisa la couverture. L'homme derrière disparut dans l'onde de choc, pas nécessairement touché par un éclat. Mais l'onde de pression à cette distance suffisait. Les poumons ne résistent pas à une explosion à 10 mètres. Miller pivota encore. Une équipe ennemie tentait d'installer une mitrailleuse Nambu sur le flanc droit. Il tira 2 coups courts. Le trépied vola. Les silhouettes cessèrent de bouger. Mais la pression augmentait. La jungle, désormais ouverte, n'offrait plus de protection à personne. Et les Japonais, disciplinés, comprenaient que tant que le 40 mm tirait, ils ne pourraient pas reprendre l'initiative. Alors ils changèrent de tactique. Collier vit un officier japonais se redresser au centre, sabre levé. Un geste, puis un cri. Une douzaine d'hommes surgirent derrière lui. Charge frontale, 30 mètres, 20. Miller abaissa le tube presque à l'horizontale. Il posa le pied et ne le releva pas. Le Bofors rugit, pas par rafale, par torrent. Les obus frappèrent le sol devant la charge. La terre se transforma en broyeur. L'officier en tête fut englouti dans une explosion. Les hommes derrière furent projetés en arrière, désarticulés par la violence du souffle. La charge ne s'arrêta pas. Elle fut effacée, en quelques secondes. Puis le mécanisme claqua à vide. Silence. Kowalski plongea vers une nouvelle caisse. Plus qu'une. La chaleur ondulait autour du tube comme au-dessus d'un moteur en feu. Miller sentit l'adrénaline se transformer en fatigue brutale. Mais il savait. Ils avaient brisé l'élan. Autour du canon, les fantassins continuaient à tirer, protégeant la pièce comme un trésor. Car tout le monde l'avait compris. Si le Beaufort tombait, la jungle redevenait mortelle. Le silence qui suivit, la charge anéantie, fut presque plus oppressant que le vacarme. La jungle éventrée fumait encore. Des troncs calcinés crépitaient sous la chaleur des impacts récents. L'air sentait la poudre, la sève brûlée et la terre retournée. Miller retira lentement son pied de la pédale. Le mécanisme claqua à vide une dernière fois. Kowalski, haletant, souleva le couvercle de la dernière caisse. Vide. Plus un seul clip. Ils venèrent de tirer des centaines d'obus en moins de 20 minutes. Miller posa une main sur le tube. Il la retira aussitôt. Le métal était brûlant, presque blanc.
La peinture avait disparu par plaques. La bouche du canon semblait légèrement affaissée, comme si la chaleur l'avait fatigué. Il connaissait ce signe. Le tube était en train de mourir. Autour d'eux, les fantassins scrutaient les arbres désormais clairsemés. Plus aucun tir ennemi, pas de mouvement visible. Mais personne n'osait se redresser. Complètement. La jungle ne pardonne pas la précipitation. Collier s'approcha du canon, son fusil encore en main. Il observa le cratère où se trouvait le bunker, plus rien. Même les débris étaient les méconnaissables. « Combien » demanda-t-il. Miller ne répondit pas tout de suite. Il regardait la ligne d'arbres. « Assez. » Ce n'était pas une réponse technique. C'était un constat. Le terrain devant eux, autrefois un mur vert impénétrable, était devenu une clairière lunaire. Des troncs brisés, des cratères, des pans de végétation arrachés. Une route, un passage. Collier se tourna vers sa section. On avance. Nettoyage. Les fantassins se levèrent prudemment, progressant à travers la zone rasée. Ils franchissaient les trous encore fumants, contournaient là les troncs explosés. Des corps ennemis apparaissaient ici et là, parfois à demi enfouis sous la terre projetée. Mais la résistance organisée avait cessé. Le Bofors avait fait plus que détruire un bunker. Il avait brisé la cohésion. Pendant que l'infanterie consolidait, un son différent se fit entendre derrière eux. Un moteur. Miller se retourna. Le tracteur tentait de se rapprocher. Trop tard. Un obus de mortier, probablement tiré avant la neutralisation de l'équipe, siffla dans l'air. Il tomba à une dizaine de mètres du canon. L'explosion souleva l'affût. Les stabilisateurs, déjà enfoncés profondément, encaissèrent ce choc. Mais les éclats frappèrent le tube déjà surchauffé. Un bruit métallique, sinistre. Un craquement interne. Miller sentit la vibration jusque dans ses os. Il s'approcha. Une fissure fine parcourait la surface du tube près de la bouche. Le métal, affaibli par la chaleur et le stress, venait de céder. Il savait ce que cela signifiait. Le canon ne tirerait plus. Même si les munitions revenaient, il serait trop dangereux d'y insérer un nouvel obus. Le 40 mm avait atteint sa limite. Il avait tenu. Juste assez. Collier revint vers lui. « On peut encore tirer ?» Miller secoua la tête. « Non, sergent, il était fini. » Un silence passa entre eux. Puis Collier posa une main sur le flanc du canon. « Il a fait son boulot. » Miller hocha lentement la tête. Oui, il avait fait son boulot. Plus que ça. Il avait changé la situation. Au loin, sur la crête, des silhouettes américaines commençaient à apparaître. Les renforts annonçaient plus tôt. Ils avançaient maintenant sans subir le feu croisé qui avait cloué la section. La brèche était ouverte. La ligne japonaise, désorganisée, reculait. Collier se tourna vers ses hommes. « On tient la position jusqu'à la relève. » Puis il regarda Miller. « Vous venez de sauver au moins 30 gars. » Miller ne répondit pas. Il regardait son canot, immobile, couvert de boue et de cicatrices. Il savait ce qui allait venir ensuite. Les rapports, les questions, les règlements. Il avait brisé une sécurité mécanique, utilisé des munitions interdites pour cette mission, et exposé une pièce d'artillerie stratégique en première ligne. Sur le papier, il venait probablement de ruiner sa carrière. Mais derrière lui, aucun corps américain supplémentaire ne gisait dans la boue. Depuis que le 40 mm avait ouvert le feu, pas un seul. La jungle était encore silencieuse, mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était celui d'une ligne brisée. Un soldat d'infanterie s'approcha timidement. Il sortit un paquet de cigarettes froissées de sa poche. Il en alluma une, puis la tendit à Miller sans un mot. Miller la prit. Ce n'était pas une médaille, c'était mieux. Il inspira la fumée, les mains encore tremblantes. Le Beaufort, interdit par les généraux, venait de devenir l'arme la plus respectée de la ligne. Mais la bataille n'était pas totalement terminée. Et les conséquences, elles, n'avaient pas encore commencé. Le retour vers la plage ne ressemblait pas à une victoire. Il ressemblait à une procession. Le tracteur parvint enfin à s'approcher suffisamment pour atteler le Bofors. Il fallut dégager les stabilisateurs à coups de pelle, extraire les roues enfoncées dans la boue épaisse. Chaque mouvement révélait un peu plus l'état réel de la pièce. Le tube, jadis lisse et sombre, était désormais blanchi par la chaleur. Des cloques métalliques striaient en sa surface. La fissure près de la bouche s'était légèrement élargie, fine mais définitive. Le mécanisme de recul grinçait. Le canon n'était pas simplement fatigué. Il était sacrifié. Miller marcha à côté pendant que le tracteur tirait lentement l'affût hors de la clairière dévastée.
Autour d'eux, les fantassins continuaient à sécuriser le terrain. Certains saluaient d'un geste bref, d'autres se contentaient de regarder en silence. Il n'y avait plus de moquerie, plus de décoration de plage. Le Beaufort venait d'entrer dans la tribu. La jungle se referma progressivement derrière eux comme si elle tentait déjà d'absorber les cicatrices laissées par le 40 mm. Mais la ligne japonaise avait été rompue. Les renforts progressaient sans subir le feu meurtrier du bunker. La mission, officieusement, était un succès. Officiellement, ce serait autre chose. Quand ils atteignirent le sable blanc, la transition fut brutale. La plage paraissait presque irréelle après l'enfer vert. Des officiers circulaient avec des cartes propres. Des piles de caisses parfaitement alignées attendaient leur redistribution. Le Bofors, couvert de boue, de suie et d'éclats, semblait déplacé dans ce décor organisé. On l'installa au centre du dépôt. Autour, d'autres canons identiques pointaient toujours vers le ciel bleu. Intacts, immaculés. Un capitaine logistique, moustache nette et uniforme encore repassé malgré l'humidité, s'approcha. Il ne vit pas la jungle rasée. Il ne vit pas les hommes sauvés. Il vit un inventaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Miller ne répondit pas immédiatement. Le capitaine fit le tour du canon, inspectant la fissure du tube, les éclats dans l'affût, les caisses vides empilées à l'arrière du tracteur. Son visage se durcit. Combien de munitions tirées ? Kowalski, encore couvert de boue jusqu'au cou, répondit d'une voix rauque. Un peu plus de 400, mon capitaine. Le silence tomba comme un verdict. 400 obus de 40 mm. Un mois complet de consommation anti-aérienne, parti en 21 minutes. Le capitaine sortit un carnet. Qui a donné l'ordre d'engager au sol ? Miller ouvrit la bouche, puis la referma. La vérité était simple. Personne n'avait donné l'ordre. Il avait pris la décision. Le capitaine leva les yeux. Vous savez que c'est une violation directe des directives du commandement ? Il tapota le tube fissuré. Cette pièce est hors service. Les munitions étaient allouées à la défense aérienne. Vous venez de détruire un équipement stratégique et gaspiller une quantité considérable d'obus. Chaque mot était prononcé avec précision, comme s'il était déjà en train de rédiger le rapport. Miller sentit la fatigue s'abattre sur lui comme une chape de plomb. Il ne protesta pas. Sur le papier, le capitaine avait raison. Il n'avait aucune autorisation écrite. Il n'avait aucun ordre formel. Seulement une situation et une décision. Le capitaine inspira profondément, prêt à continuer. Un moteur grinça derrière lui. Une jeep s'arrêta brutalement dans le sable. Un colonel d'infanterie en descendit. Boue séchée sur l'uniforme. Regard dur. Il marcha droit vers le Bofors. Le capitaine se redressa. « Mon colonel, cette pièce a été engagée sans autorisation ?» Le colonel leva une main. Il observa le canon brisé. Puis il fixa Miller. « C'est vous. » Ce n'était pas une question. Miller hocha la tête. Le colonel se tourna vers le capitaine logistique. « Cette pièce détruite vient d'ouvrir une brèche d'1 kilomètre dans la ligne ennemie. » Il pointa vers la jungle. « Nous avons avancé sans perdre un seul homme après son engagement. » Le capitaine tenta de répliquer, mais les directives... Le colonel l'interrompit d'un ton froid. « Combien coûte un obus de 40 mm, capitaine ?» Silence. « Combien coûte la vie d'un marine ?» Le carnet resta ouvert, mais aucun chiffre ne fut inscrit. Autour d'eux, les blessés commençaient à arriver depuis la ligne. Moins nombreux que la veille. Les ambulances improvisées n'étaient pas pleines. Le colonel posa une main sur le tube fissuré. « Vous pouvez noter qu'il est hors service. Vous pouvez noter les munitions consommées. » Il se tourna vers Miller. « Mais vous noterez aussi qu'il a sauvé une section entière. » Le capitaine referma lentement son carnet. Il comprenait, même s'il n'aimait pas. La guerre ne se gagne pas toujours avec des lignes de budget. Le Beaufort, désormais silencieux, trônait au milieu du dépôt comme une bête épuisée après un combat. Son tube était mort. Mais son impact ne faisait que commencer, car quelque part, dans un bureau plus loin, un rapport allait être lu. Et cette fois, les chiffres raconteraient une autre histoire. Le rapport monta plus vite que prévu. Dans l'armée, les rumeurs circulant plus rapidement que les convois. Avant même que l'encre ne sèche sur les formulaires logistiques, la nouvelle avait déjà traversé les tentes. Un Beaufort de 40 mm avait rasé un bunker. Un canon anti-aérien avait nettoyé une ligne entière. Certains embellissaient par l'histoire. D'autres la réduisaient à une imprudence héroïque. Mais tous savaient qu'il s'était passé quelque chose d'inhabituel. Le soir même,
Miller fut convoqué sous une grande tente de commandement dressée près de la plage. Il entra encore couvert de poussière sèche. Il n'avait pas pris le temps de se changer. À l'intérieur, l'air était plus frais. Une carte de la zone était étalée sur une table pliante. Des lignes rouges marquaient les positions japonaises du matin. Une large section avait été barrée d'un trait noir récent. Le colonel d'infanterie était présent, un major d'artillerie aussi, et un représentant du commandement logistique. Le major fut le premier à parler. « Vous avez brisé la sécurité de dépression ?» Miller acquiesça. « Oui, monsieur. »« Vous avez utilisé des obus explosifs standards contre des structures terrestres ?» ?»« Oui, monsieur. »« Vous saviez que c'était interdit ?» Un silence. « Oui, monsieur. » La franchise désarma légèrement la tension. Le major fit glisser une photographie sur la table. Un cliché pris après le combat. On y voyait la clairière. Le cratère à la place du bunker. Les arbres sectionnés nets. « Expliquez-moi pourquoi. » Miller prit une seconde. Il ne parla pas de bravoure. Il ne parla pas d'héroïsme. On n'avait plus rien d'autre qui fonctionnait. Il décrivit le bunker, les tentatives ratées, les hommes tombés, le mortier inefficace, le bazooka inutile. Il expliqua la cadence du 40 mm, l'effet cumulatif, l'érosion couche après couche. Il parla aussi du mortier japonais, de la décision de raser la zone au lieu de viser une cible précise. Il n'essaya pas de se justifier. Il expliqua. Le représentant logistique, jusque-là silencieux, intervint. 400 obus en 21 minutes. C'est une consommation énorme. Le colonel répondit calmement, et 0 perte supplémentaire après engagement. Un autre silence. Le major d'artillerie regarda la carte. Si on avait positionné 2 pièces au lieu d'une, il ne termina pas sa phrase. Le représentant logistique fronça les sourcils. Les munitions sont allouées pour Saint-Andillier pour la défense aérienne. On ne peut pas simplement... Le colonel l'interrompit. Combien d'attaques aériennes aujourd'hui ? Aucune confirmée. Combien de bunkers actifs ? Le major regarda la carte. Au moins 8 dans ce secteur. Un changement imperceptible se produisit. La discussion passa du reproche à l'analyse. Le Beaufort n'était plus un incident. Il devenait une donnée tactique. Le major posa une question technique. La fusée n'a pas explosé prématurément dans la végétation ? Non, monsieur. Détonation à l'impact. Effet optimal. Le béton a cédé ? Oui, monsieur. Après impact répété. Le représentant logistique referma lentement son dossier. Il comprenait ce que cela impliquait. Si l'usage au sol devenait acceptable, il faudrait revoir les stocks, les priorités, les routes d'approvisionnement. La guerre sur le papier allait devoir s'adapter à la guerre dans la boue. À l'extérieur, le Beaufort brisé reposait toujours sur la plage. Les autres pièces, intactes, pointèrent vers le ciel. Mais pour la première fois, plusieurs servants les regardaient autrement. Pas seulement comme des boucliers contre les avions, comme des marteaux. Le major finit par se lever. Nous allons rédiger un rapport technique. Recommandation d'évaluation supplémentaire. Ce n'était pas une approbation officielle, mais ce n'était pas une condamnation non plus. Miller sortit de la tente. La nuit tombait sur la plage. Le ciel était toujours vide. Il s'arrêta devant son canon fissuré. Il posa la main sur l'affût encore chaud. Il savait qu'il ne tirerait plus jamais. Mais il avait prouvé quelque chose. Dans la jungle, la doctrine ne survivait pas toujours au premier bunker, et le lendemain, 2 autres Beauforts seraient discrètement déplacés plus près de la ligne. Officiellement pour couverture flexible. Officieusement, pour voir si la jungle pouvait encore résister. Le lendemain matin, la jungle ne ressemblait plus à la veille. La brèche ouverte par le 40 mm avait permis à l'infanterie d'avancer de plusieurs centaines de mètres pendant la nuit. Les positions japonaises secondaires, privées de leur point d'ancrage principal, avaient été abandonnées ou neutralisées. Mais personne n'était naïf. Les Japonais n'abandonnaient pas un secteur sans préparer autre chose. À l'aube, 2 Beauforts supplémentaires furent déplacés vers des positions intermédiaires. Officiellement, il s'agissait de renforcer la couverture aérienne avancée. Officieusement, tout le monde savait pourquoi. Les servants n'avaient plus besoin d'explications. Ils avaient vu la clairière, ils avaient vu le bunker disparu, et surtout, ils avaient vu les regards de l'infanterie. Cette fois, la mise en place fut plus méthodique. On choisit un terrain légèrement surélevé, moins marécageux. Des sacs de sable furent empilés autour des roues pour offrir une protection minimale.
Des tranchées improvisées reliaient la position du canon au foxhole voisin. Miller, malgré la destruction de sa propre pièce, fut envoyé comme conseiller technique. Il ne commandait plus, mais il savait. Il expliqua calmement « Ne cherchez pas à pénétrer, cherchez à éroder ». Il décrivit l'effet cumulatif des impacts, la nécessité de maintenir la cadence sans dépasser la limite thermique, les pauses brèves pour éviter la déformation du tube. Les nouveaux chefs de pièce écoutaient avec une attention inhabituelle. Ce n'était plus une théorie. C'était un précédent. Vers midi, la riposte japonaise arriva. Pas un bunker cette fois. Une ligne retranchée en profondeur, intégrée dans une petite élévation rocheuse. Des nids de masse de mitrailleuses dissimulés entre des blocs et des racines épaisses. L'infanterie avança prudemment. Les premiers tirs ennemis éclatèrent presque immédiatement. Même schéma, même précision. Collier, toujours en première ligne, sentit le déjà-vu. Il regarda en arrière. Le nouveau Beaufort était prêt. Cette fois, aucun boulon ne bloquait la dépression. Les modifications avaient été faites dès l'installation. Le chef de pièce hésita une fraction de seconde. Il pensa aux directives, puis il regarda les hommes cloués au sol. Charge explosive. Le premier impact frappa un bloc rocheux. L'explosion éclata contre la pierre, projetant des éclats à grande vitesse dans les tranchées ennemies. Deuxième impact. Troisième. La roche ne disparaissait pas comme le bois. Mais les éclats secondaires, décuplés par la fragmentation de la pierre, faisaient le travail. Les mitrailleuses ennemies cessèrent l'une après l'autre. L'infanterie observa un phénomène nouveau. Ce n'était plus seulement la destruction directe, c'était la suppression totale. Même sans impact précis sur un soldat, la violence des explosions empêchait toute riposte coordonnée. Le terrain vibrait sous chaque coup. La cadence fut contrôlée cette fois. Rafale de 4. Pause. Rafale de 4. Le tube chauffait, mais pas au point de rupture. Les servants alternèrent les tirs entre deux pièces, maintenant une pression constante sans sacrifier l'équipement. Les Japonais tentèrent un repositionnement. Mais la jungle, déjà partiellement dégagée par les combats précédents, offrait moins de couverture. Le 40 mm balayait les points suspectés. Chaque arbre devenait une faiblesse potentielle. Chaque rocher un amplificateur d'éclat. Au bout de 15 minutes, la ligne ennemie se fissura. Les transmissions interceptées plus tard révéleraient une confusion inhabituelle dans les rangs japonais. Ils n'avaient pas prévu cette adaptation. Le 40 mm n'était plus un accident. Il devenait une méthode. Collier avança avec sa section à travers les débris. Les pertes américaines restaient limitées. Les Japonais reculaient vers une ligne plus profonde. Mais la dynamique avait changé. L'infanterie n'était plus seule face aux fortifications. Un canon conçu pour le ciel venait de redéfinir le sol. Sur la plage, les officiers observaient les rapports radio. Les chiffres étaient clairs. Moins de pertes. Avancée plus rapide. Neutralisation plus efficace des points fortifiés. Le représentant logistique, silencieux, annotait désormais différemment. Il ne parlait plus de gaspillage, il parlait de rendement opérationnel. Dans la jungle, le second Beaufort tira encore une rafale. La colline rocheuse se couvrit de poussière. Puis le silence tomba. Collier se redressa, il regarda le canon au loin. Ce n'était plus une expérience isolée, c'était une évolution. Et quelque part, bien au-dessus du champ de bataille, la doctrine commençait à changer. La troisième utilisation du 40 mm ne fut ni spectaculaire, ni improvisée. Elle fut planifiée. 2 jours après la destruction du premier bunker, les renseignements confirmèrent l'existence d'un réseau défensif plus profond. Tranchées camouflées, positions reliées entre elles, champs de tir superposés. Une défense en couche. Les Japonais avaient appris. Ils dispersaient désormais leurs positions pour éviter qu'un seul point fortifié ne concentre toute la puissance du canon. Mais l'état-major avait appris aussi. Cette fois, 3 Beauforts furent positionnés en triangle autour du secteur ciblé, pas exposés comme lors de la première tentative. Des fosses furent creusées partiellement pour les roues. Des sacs de sable empilés plus haut. Des équipes de rotation prévues pour éviter la surchauffe. Miller, toujours sans pièce à lui, supervisait les réglages. Il insista sur un point. Ne cherchez pas le coup parfait. Cherchez la pression constante. Le plan était simple. Au lieu de viser un bunker spécifique, les 3 canons créeraient une zone interdite. Un carré d'explosions successives, méthodiques, couvrant chaque mètre suspecté. L'assaut commença à 15 heures. L'infanterie avança d'abord, prudemment,
jusqu'au contact. Les premières rafales ennemies éclatèrent en position invisible. Mais cette fois, personne ne paniqua. Un signal radio bref. Puis le premier Beaufort ouvrit le feu. Tump, 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 une série courte. Puis le deuxième, puis le troisième. Les explosions se chevauchaient. La jungle, déjà marquée par les combats précédents, fut à nouveau secouée. Les servants alternaient à leurs tirs selon un schéma précis, pendant que l'un rechargeait, l'autre engageait. La pression ne cessait jamais. Les Japonais tentèrent une riposte coordonnée. Une équipe de mortiers ouvrit le feu depuis une ravine. Mais cette fois, la triangulation fut rapide. 3 canons pivotèrent presque simultanément. La ravine devint un entonnoir d'explosions. Les éclats ricochèrent sur les parois, amplifiant l'effet. Le mortier se tut. Un groupe ennemi tenta de s'infiltrer sur le flanc droit, profitant d'une zone moins bombardée. Un observateur signala le mouvement. Un des Beauforts ajusta immédiatement. 2 rafales. La végétation disparut. L'infiltration échoua. Ce n'était plus une arme d'urgence. C'était un outil de contrôle du terrain. Collier progressait derrière le mur d'explosion. Chaque fois que les tirs ralentissaient, l'infanterie avançait. Chaque résistance rencontrée était écrasée sous une nouvelle série d'impacts. Le champ de bataille n'était plus statique. Il était modelé. La jungle ne protégeait plus. Elle révélait. Après 25 minutes, la ligne japonaise céda définitivement. Les survivants se repliaient vers une position arrière. Les pertes américaines restaient limitées. Un blessé grave, 2 légers. Aucune section anéantie. Lorsque le dernier Beaufort cessa le feu, le terrain devant eux ressemblait à une carrière ouverte. Des cratères, des arbres sectionnés, des tranchées éventrées, mais surtout, plus de tirs organisés. Le silence revint. Pas celui de l'impuissance, celui du contrôle. Miller observa les tubes. Aucun n'était fissuré. La rotation avait fonctionné. La méthode avait remplacé l'improvisation. Sur la plage, le rapport transmis au commandement fut bref. Appui 40 mm terrestre. Efficacité confirmée. Pertes amies réduites. Progression accélérée. Le débat n'était plus émotionnel. Il devenait doctrinal. Les manuels allèrent devoir changer. Et quelque part dans la jungle, des soldats japonais réalisaient que le terrain qu'ils avaient transformé en forteresse n'était plus une protection. Il était devenu une cible. La décision officielle arriva 3 semaines plus tard. Elle ne fut pas annoncée avec des fanfares. Elle ne fut pas proclamée comme une révolution. Elle prit la forme d'un paragraphe discret dans une directive opérationnelle mise à jour. Les pièces de 40 mm peuvent être engagées contre des positions terrestres fortifiées lorsque la situation tactique l'exige. Aucune mention de Miller, aucun détail sur la jungle de Nouvelle-Guinée, aucune référence aux 400 obus tirés en 21 minutes, mais la ligne était là. Les manuels changèrent progressivement. Des unités commencèrent à intégrer des Beauforts plus près des lignes. On développa des procédures de tir alternées pour éviter la surchauffe. On étudia les effets des obus explosifs contre bois, terre et béton. Ce qui avait commencé comme une violation devint une pratique. Le canon de Miller, lui, ne tira plus jamais. On le démonta partiellement. Le tube fissuré fut remplacé. Certaines pièces servirent de rechange. D'autres finirent dans un dépôt. Officiellement, il avait été endommagé en opération. Officieusement, il était devenu une leçon. Collier continua d'avancer avec sa section. Les combats en Nouvelle-Guinée restaient brutaux. La jungle ne devenait jamais vraiment facile. Mais désormais, lorsqu'un bunker stoppait la progression, on ne se contentait plus d'envoyer des hommes contre du béton. On appelait le 40 mm. Les pertes diminuèrent progressivement dans les secteurs où il fut employé. Pas zéro, jamais zéro, mais moins. Assez pour que les hommes remarquent. Miller survécut à la guerre. Il rentra dans l'Ohio et trouva un emploi dans une usine automobile. Il ne parla presque jamais de ce jour-là. Quand on lui demandait ce qu'il faisait dans l'armée, il répondait simplement « artillerie anti-aérienne ». Les gens imaginaient des plages tranquilles et des canons pointés vers le ciel. Ils n'imaginaient pas la jungle. Ils n'imaginaient pas un boulon brisé sous le feu ennemi. Ils n'imaginaient pas un bunker effacé en 3 secondes. Parfois, la nuit, Miller repensait au bruit. Ce rythme profond, le battement mécanique qui faisait vibrer la terre. Il ne se souvenait pas des officiers. Il ne se souvenait pas des discussions sous la tente. Il se souvenait des regards. Les regards des fantassins quand le feu s'était arrêté.
Pas de moquerie, pas de distance, du respect. Il avait pris une arme conçue pour le ciel. Il l'avait traînée dans la boue, et pendant quelques minutes, elle avait transformé une forteresse en poussière. Aujourd'hui, le Beaufort de 40 mm est célébré comme l'un des grands gardiens du ciel pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans certaines jungles du Pacifique, il fut autre chose. Un marteau, un effaceur de béton, une réponse quand toutes les autres avaient échoué. Les généraux l'avaient interdit, la jungle l'avait exigé. Et ce jour-là, à 50 mètres d'un bunker invisible, la guerre avait changé de forme.